Hop. Bonjour à toutes et tous et donc bienvenue pour ce 39e webinaire du Réseau Rappel qui est consacré aujourd'hui au métier d'opérateur de l'amélioration de l'habitat et de l'accompagnement des ménages modestes. On trouvait intéressant aujourd'hui de vous proposer une présentation de ce métier, ce qu'on n'a encore jamais fait au travers du Réseau Rappel, il me semble, à travers un retour d'expérience d'un opérateur sur son métier. Et donc, c'est Aude-Laure Tivolier qui nous fait ce plaisir et cet honneur aujourd'hui. Aude-Laure qui est chef de projet animation et développement partenarial chez Solia Paris Hauts-de-Seine Val d'Oise. Donc, elle nous présentera rapidement sa structure et les missions dévolues à un opérateur de l'habitat aujourd'hui et aux structures Solia. On ne présentera pas les aides dans le détail aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, seulement un panorama général et actuel qui permettra d'appuyer derrière le déroulé de la présentation. On ne va pas non plus questionner aujourd'hui la pertinence des aides et des dispositifs actuels, ce n'est pas non plus l'objet. On veut bien comprendre quelles sont les missions d'un opérateur de l'habitat aujourd'hui, comment il les effectue, quels sont les choix aussi qu'il peut être amené à faire, à prendre pour engager les ménages qu'il va accompagner dans des démarches de travaux compte tenu des contraintes qui sont liées à la fois aux ménages eux-mêmes et à leurs ressources financières bien souvent, et puis aux contraintes du logement, et puis au cadre général des programmes existants. Voilà, on va essayer de comprendre les missions, les difficultés d'un opérateur à travers des exemples concrets, et puis on espère aussi, à travers ce partage d'expérience, pouvoir vous aider à identifier des possibilités de partenariat et de coopération entre les différents acteurs d'un territoire. Voilà pour ce topo rapide. Et donc, effectivement, vous pouvez poser toutes vos questions, on les relaiera, et puis vous aurez accès à la présentation PowerPoint, enfin sous format PDF de Aude-Laure, quand on retransmettra ce webinaire en ligne, puisqu'il sera mis en ligne à l'issue de la présentation. Je me tais et je laisse Aude-Laure prendre la parole pour dérouler sa présentation et partager son écran. À tout à l'heure. Merci beaucoup Marie pour la présentation. Donc effectivement, bonjour à toutes et tous. Je vais m'empresser de partager donc ce PowerPoint puisque Marie a déjà fait la présentation et donc je répondrai, comme elle vient de vous le dire, aux questions après. Alors, Marie, c'est toujours bon. Ok, alors j'y vais. Voilà, donc comme Marie vient de vous le dire, aujourd'hui, j'interviens pour vous parler de l'accompagnement aux travaux de rénovation pour les ménages éligibles aux aides de l'ANA. L'idée, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur nos pratiques dans le cadre de ces accompagnements. Comme l'a dit Marie, première partie rapide sur nous. Quand je dis nous, c'est le mouvement Solia, parce que voilà, je travaille à Solia Paris Hauts-de-Seine Val d'Oise, mais on appartient au mouvement Solia, donc j'espère, je crois que certains membres du réseau auquel on appartient tous, vous connaissez déjà, mais l'idée c'était aussi de vous présenter un petit peu tous les métiers qu'on fait, et de vous rappeler un petit peu aussi le travail qui est le nôtre au travers de différents métiers, et ensuite donc une grosse partie sur le parcours d'accompagnement. Donc là, ça va être un petit peu historique. Donc on existe, on s'appelait les Pactes avant, depuis 1952, et on a fusionné en juin 2015 avec un opérateur qui était Habitat et Développement, et pour devenir Solia. Aujourd'hui, on est 140 organismes présents dans tout le territoire, y compris en métropole. Et donc on est là aussi auprès des collectivités et avec le soutien des institutions pour apporter des réponses adaptées aux besoins des populations, et donc, comme vous le verrez, aussi aux spécificités des territoires sur ce sujet de l'amélioration de l'habitat et d'insertion par le logement. Là, je vous ai repris les chiffres clés qui sont disponibles au niveau de la fédération. Donc là, c'était rapidement pour pouvoir parler des métiers, donc la gestion locative, l'accompagnement des personnes et l'insertion, les logements d'insertion. Donc effectivement, par rapport aux difficultés que rencontrent les personnes modestes, très modestes, ou en tout cas avec des difficultés sociales par rapport au logement, Solia mobilise
des dispositifs pour les accompagner, en s'appuyant notamment sur le mandat de gestion sociale, l'allocation de sous-location et l'allocation ou sous-location de logement. Donc ça, c'est pour la partie gestion locative. Pour l'accompagnement des personnes, l'idée, c'est le droit au logement pour tous et donc permettre l'accès et le maintien des personnes à un logement et des personnes en difficulté notamment. Au niveau des logements d'insertion, on accompagne et on aide à la production, à l'accompagnement des familles les plus démunies, donc, dans ce cadre de logement d'insertion. Alors la partie précédente, c'était on va dire la grosse famille du logement d'abord. Là, c'est la grosse famille de la réhabilitation. Donc, c'est un petit peu, disons, sur cette thématique-là qui nous occupe, notamment pour la réhabilitation des logements dans le cadre de la rénovation énergétique. Alors, au niveau des conduites de projet de territoire, donc là, ça concerne plutôt l'accompagnement des collectivités. Voilà, et l'idée, c'est accompagner donc, les collectivités pour l'amélioration des territoires au niveau des logements. Donc, soit ça peut être des questions au niveau des copropriétés ou des logements individuels ou dans d'autres cadres de programmes. Voilà. Concernant la réhabilitation en compagnie, donc là, c'est là qu'on appelle ça au service des particuliers ou diffus. Et donc, c'est pour les propriétaires comme pour les locataires. On propose des solutions adaptées, durables, dans le cadre des précarités énergétiques, enfin, en tout cas pour sortir les personnes de cette précarité énergétique, mais aussi le maintien à domicile. Et puis, on traite aussi les logements insalubres ou non décents. On a quelques chiffres, du coup, comme précédemment. Alors, concernant Solia, Paris et Seine-Val-d'Oise, de toute façon, on fait ce que je vous ai présenté du mouvement. Voilà, on fait un peu... On est tous sur ces mêmes grands métiers. Et après, effectivement, tous les Solia ont des spécificités territoriales. Nous, Solia, donc on est agréé par l'État par rapport au SSIG, donc SSIG, Service social d'intérêt général, pour promouvoir la cohésion sociale et territoriale accessible à tous. Donc, ça nous permet, en tant qu'association SSIG, d'accompagner les personnes donc physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont situés sous un certain plafond de ressources. Donc, les modestes, très modestes. Et en fait, évidemment, donc, en vue de l'amélioration de leur logement, donc, thermique et aussi lié au handicap ou au vieillissement. Alors nous, on a 3 pôles en fait qui travaillent sur toutes ces questions-là. Le pôle ASLL, donc accompagnement social par le logement. Aujourd'hui, il y a 56 personnes composées principalement de travailleurs sociaux. C'est donc le pôle qui est dédié à l'accompagnement des ménages en difficulté dans le cadre d'une insertion dans le logement. Le pôle CPT, conduite de projet de territoire, 56 personnes aussi, donc là, plutôt pluridisciplinaire, chargé d'études d'opération, architectes, travailleurs sociaux aussi, parfois sur certains projets. Donc ce pôle-là, il est dédié à l'étude et la mise en œuvre des dispositifs opérationnels d'amélioration de l'habitat, comme je vous le disais précédemment par rapport au mouvement, au service des collectivités. Et enfin, le dernier pôle, donc RA, pour réhabilitation accompagnée. Là, il y a 46 personnes, pareil, équipe pluridisciplinaire. Donc des conseillers habitat, des techniciens, ergothérapeutes, chargés d'études et d'opérations aussi, conseillers en économie partagée et puis nos conseillers faire également. Donc c'est le pôle qui est dédié à l'assistance aux particuliers dans le montage des projets de travaux individuels ou copropriétés. Alors, sur les 3 départements qui sont les nôtres, donc Paris, Haute-Seine et Val d'Oise, et aussi plus récemment sur l'Oise. On a quelques accompagnements aussi, accompagnements, projets, programmes, dispositifs. Voilà, donc on s'est un petit peu étendu sur ce département-là. Et donc, comme je vous le disais, on a, comme certains doivent le savoir, un espace info énergie. Donc, c'est au niveau du 95 et du 92.
C'est aussi l'orientation territoriale, vous le voyez à travers la petite carte. Vous voyez peut-être pas tous les petits chiffres, mais bon, voilà, c'était pour vous montrer aussi l'implantation et ce qu'on fait, où est-ce qu'on est. Et sur l'année, je vous ai ressorti juste, je vais vous ressortir deux chiffres là, qui datent de 2019. On a 24 lieux d'accueil aussi en mairie pour accueillir donc, le public et répondre à leurs questions. Et puis parfois aussi pour faire des animations. Et on a 556 permanences qui sont assurées en mairie. Donc là, quelques chiffres clés un petit peu pour illustrer l'accompagnement qu'on fait. Donc là, on a récupéré, on a voulu vous présenter plutôt les thématiques qui nous occupent aujourd'hui, donc pour les projets de travaux et plus spécifiquement en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat. Et puis aussi vous montrer à travers ce petit extrait, en tout cas de retour de bénéficiaires qu'on a, parce que vous le verrez après, on fait des enquêtes de satisfaction aussi pour s'améliorer et puis répondre aux besoins de chacun. Et du coup, c'est vrai que ça nous motive à continuer. Et du coup, par rapport à ce qui est dit dans cette bulle sur la partie financière, et les conseils et l'accompagnement, ça introduit bien la partie suivante sur donc le parcours d'accompagnement. Alors, je reste un tout petit peu sur cette slide pour vous expliquer un petit peu l'idée, le cheminement. Nous, là, c'est un peu d'actualité. Il y a sans doute, je pense que tout le monde sait et connaît le programme STAR qui va débuter bientôt. Et donc, nous, on a voulu aussi proposer, en tout cas réfléchir à un guichet unique aussi pour lier tout ça. Donc, le SAR et évidemment les personnes sous les plafonds de ressources. Et donc, du coup, c'est pour ça que le prochain, je vais vous montrer le petit schéma qu'on a créé, réfléchi. Et c'est aussi notamment pour fluidifier toutes les demandes et puis avoir que le parcours, en tout cas, des habitants et des personnes soit bien clair. Et donc, après, on verra concrètement la prise de contact, ouverture des subventions, un exemple d'aide à la décision et puis les arbitrages auxquels on est confronté à chaque nouvelle demande. Alors, ce petit schéma, assez succinct, et vous verrez en fait dans la slide suivante vraiment le détail de ce qui fait notre travail au quotidien. Mais simplement, on l'a voulu clair. Et puis, effectivement, donc là, bien sûr, il reprend particulièrement les thématiques du pôle réhabilitation et compagnie, donc ce que je vous présentais précédemment. Et donc sur la thématique du maintien à domicile et de la rénovation énergétique. Mais c'est aussi pour vous montrer que malgré tout, on est un opérateur, on accueille les gens et on les oriente. Donc là, c'est le petit 1 en orange là. Donc, l'idée, en fait, c'est d'accueillir tous les publics, de n'importe quelle demande, sur n'importe quel sujet, n'importe quel profil, etc. Et donc, on leur donne des conseils et puis après, on les oriente. Donc, soit en fonction du projet maintien à domicile, soit rénovation énergétique, soit encore, parce que ça peut arriver, d'une réorientation vers d'autres acteurs locaux. Ça nous arrive aussi d'avoir des appels qui ne sont pas sur nos territoires, donc on réoriente aussi ou à d'autres SOLIA ou sur d'autres structures avec lesquelles on peut être partenaire ou sur d'autres dispositifs. En tout cas, pour le maintien à domicile, le conseil personnalisé, donc, on verra dans la slide prochaine en quoi ça consiste exactement. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que chaque thématique chaque personne, en fonction de ses questions, de ses demandes et de ses besoins, a un conseil personnalisé. Et donc, après, on voit donc là sur le schéma le maintien à domicile. Alors, pas de SAR parce que ça ne les concerne pas, mais en tout cas, s'ils sont éligibles au SSIG, l'accompagnement se fait et le même. Et donc, pareil pour la rénovation énergétique. Et vous voyez aussi qu'il y a un lien parce que au premier contact, on peut ne pas avoir déterminé ou détecté
qu'il n'y aurait pas un accompagnement, qu'on ne puisse pas accompagner, donc du coup, on les oriente. Et puis voilà, effectivement, il y a aussi, dans le cas d'OPA, forcément, s'il y a quelque chose qui est déjà sur le territoire, voilà, d'opérations, en tout cas, sur cette thématique de l'amélioration de l'habitat qui sont faits, on les oriente aussi dessus. Alors, donc le parcours d'accompagnement, donc là c'est une synthèse un petit peu, synthèse un peu détaillée, mais disons qu'en gros, voilà, c'est 4 phases, 4 étapes. Donc la première, comme je vous l'ai montré sur le schéma précédent, l'accueil. Donc là, effectivement, on peut donc recevoir en agence. Donc, souvenez-vous sur la carte précédente, donc sur donc on a 3 agences, Paris 8e, Nanterre et Cergy, et les personnes peuvent aussi venir dans les antennes. Donc là, on a 3, Riche-Orangis 91, et puis le 13e et le 15e. Disons que voilà, c'est un endroit, en fonction évidemment du lieu d'habitation des personnes, ils peuvent nous solliciter, venir nous rencontrer. Bon. Dans la crise sanitaire qui nous occupe, évidemment, ce n'est pas aussi, on va dire, fluide que d'habitude. En tout cas, on a mis en place, comme beaucoup d'autres structures, des rendez-vous. Des rendez-vous, c'est-à-dire que voilà, les personnes nous appellent ou vont sur notre site internet et prennent rendez-vous pour nos permanences. Donc voilà, et il y a le mail aussi. Ça arrive, on a une adresse générique, les personnes nous posent des questions, évidemment nous appellent, et donc comme je vous le disais, sur le site internet. Donc toute cette première étape d'orientation et de conseil par rapport à la demande, donc c'est effectivement des conseils sur l'élaboration d'un projet de travaux. Donc les personnes arrivent, alors c'est vraiment varié, soit les personnes ont déjà tous les devis, donc là on espère que c'est pas encore signé parce que ça peut être une difficulté après par rapport à certains financeurs. En tout cas, voilà, juste pour vous dire que c'est vraiment soit les projets sont très aboutis ou pas du tout. Les gens ont une idée, ont vu une publicité, on a entendu parler, le voisin a fait ça. Enfin voilà, donc c'est vraiment divers et varié en termes de demandes. Et du coup, nous, on essaye de voir déjà dans ce premier temps ce qu'ils veulent. Aussi pour orienter, comme vous le voyez tout à l'heure dans le petit schéma. Et on fait une première information sur les aides financières donc mobilisables. Pareil, en fonction de leurs ressources, en fonction du programme de travaux. Voilà. Sur ce premier niveau, on ne rentre pas dans le détail, mais simplement en fait pour permettre l'évaluation ensuite et donc l'orientation, la réorientation. Donc, sur cette étape d'évaluation, donc, dans un premier temps, alors, entre les deux, disons, il y a aussi c'est pas l'élaboration, c'est la constitution, voilà, excusez-moi, du dossier administratif. Donc, effectivement, on a besoin d'avoir un certain nombre de documents, d'informations. Alors, je dis, encore une fois, c'est pas nous qui demandons ça spécifiquement, c'est que c'est une demande des opérateurs, des financeurs aussi, évidemment, pour bénéficier des aides. Et donc, une fois que ce dossier administratif est complété, qu'on l'a reçu, il y a donc une visite du logement par un technicien spécialisé qui donc se déplace au domicile des personnes, évidemment, après prise de rendez-vous, bien sûr. Donc là, parfois, avant la visite, il y a de nouveau un temps entre le technicien et les personnes, de nouveau, effectivement, sur leur projet de travaux, où ils en sont, les réflexions. Un premier, je dirais, échange technique, en tout cas, sur le projet. Et ensuite, donc, la visite se fait. Évidemment, voilà, le technicien fait son travail de repérage, de mesure, etc. Et puis, ensuite, il crée différents scénarios. Alors, ces différents scénarios, ils sont, on les veut en tout cas en adéquation
avec les ressources des ménages, évidemment, parce que quand même, il ne faut pas non plus oublier que notre but final, en dehors de l'amélioration thermique des logements, c'est qu'évidemment, les personnes qui nous sollicitent, qui sont des personnes aux revenus modestes, puissent avoir le minimum de reste à charge par rapport à leurs travaux. Donc forcément, il faut qu'on... Et puis aussi, c'est vrai, quand on parle d'adéquation, il n'y a pas que les ressources, il y a aussi par rapport au projet et aux gains énergétiques notamment qu'il faut atteindre. Alors, il n'y a pas que les gains non plus, il y a les types de travaux, etc. Enfin, voilà, en fonction de toutes les aides qu'on peut mobiliser, il faut que tout ça soit en adéquation pour bien remplir toutes ces cases. Ensuite, donc dans cette même phase d'évaluation, il y a l'évaluation des organismes mobilisables selon la situation des personnes et la recevabilité du projet de travaux en fonction des critères des organismes. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. Et ça, donc là, cette étape-là aussi prend en compte, donc comme ça vous est affiché, sur la validation des devis. Donc ça, c'est une étape qui est un peu complexe parce que en fait aujourd'hui il y a plein d'entreprises et puis il y a plusieurs projets, il y a plusieurs propositions. Les personnes sont aussi un peu perdues, donc nous on aide. Alors on ne donne pas d'entreprise, on n'a pas d'entreprise partenaire, donc on ne peut pas dire aux bénéficiaires allez voir telle et telle personne. Par contre, si les personnes, d'ailleurs de toute façon c'est ce qu'on conseille comme toujours, d'en avoir plusieurs, nous on regarde les devis spécifiquement, effectivement, les lignes en fait si vous voulez, et on est tenu de toute façon par les organismes d'avoir des lignes qui correspondent bien aux travaux et qui rentrent bien dans les demandes et qui sont donc évidemment finançables. Et évidemment, qui correspondent au projet de travaux, bien évidemment. Et aussi, on est attentif, nos techniciens, en tout cas, ils sont spécialisés, forcément sur aussi des prix qui pourraient être complètement exorbitants, qui ne correspondsondraient pas à tel et tel type de travaux ou de matériel aussi, parce que ça peut arriver. Voilà. Il y a cet accompagnement, en tout cas, par rapport au devis. Alors, l'étape du montage, donc nous, c'est vraiment une assistance pour la réalisation et le financement du projet. Alors, c'est donc là, proposition d'un plan de financement, donc effectivement, qui se veut donc prévisionnel, qui est donc là réalisé par nos conseillères Habitat, qui évidemment sont en lien avec les bénéficiaires, bien sûr. Donc, on leur présente, c'est c'est un tableau, avec telle et telle ligne des travaux, le montant, et telle et telle ligne des travaux, n'importe quoi, telle et telle ligne pour les organismes, le montant des travaux qui sont pris en charge, et donc, au bout, ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le reste à charge. Une fois que les personnes ont validé, si vous voulez, ce plan prévisionnel de financement, on envoie effectivement les dossiers de demande d'aide aux organismes et on fait il nous arrive parfois de faire un préfinancement. Donc, on l'a mis en place il y a quelques années. C'est pour les bénéficiaires les plus modestes, évidemment. Et en fait, ça permet d'avancer aux demandeurs une partie des subventions qui lui ont été accordées pour faciliter le lancement des travaux. En fait, à la fois, c'est pour sécuriser les entreprises, notamment, qui sont sûres d'être intégralement payées pour les travaux qu'elles vont réaliser, et aussi les bénéficiaires qui n'ont pas non plus à gérer les opérations de reversement des subventions aux entreprises directement. Voilà, et la dernière étape, donc la phase de contrôle. Alors, donc la phase de contrôle, effectivement, c'est la vérification de la conformité des travaux. Donc là, en fait, c'est notre technicien qui retourne sur site après que les travaux aient été réalisés et qui, évidemment, contrôle la conformité, bien sûr, et puis que les scénarios, en tout cas, le scénario que le technicien avait proposé a bien été respecté. Ensuite vient donc le versement du solde, et puis, donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, la petite enquête de satisfaction
pour voir un petit peu voilà, si notre accompagnement leur a convenu. Alors, sur cette diapositive, là, c'est un exemple d'une aide à la décision dans une commune du Val d'Oise, dans le cadre d'un projet d'accompagnement. Alors, vous pouvez voir les différents types d'aides qui ont été retenus pour ce projet. Et l'idée, en fait, de ça, c'est aussi pour vous montrer, c'était aussi pour montrer à la commune l'intérêt sur sur ces travaux de ravalement, en tout cas, à la base, que l'isolation permettait un reste à charge moindre que si l'isolation n'avait pas été prise en compte. Donc, juste pour vous rappeler, donc là, pourquoi, en fait, c'est vrai qu'on mobilise, nous, évidemment, principalement l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Là, il n'y a pas les aides de l'ANA, parce qu'en fait, dans ce projet-là, tout simplement, le fait de concilier la prime C2E et ma prime Rénov' était plus intéressant pour les ménages modestes ou très modestes. En tout cas, c'est aussi pour vous donner, je vous ai présenté, on vous a présenté, proposé l'élément final, mais il n'y a pas la comparaison avec l'ANA. En tout cas, il y a aussi la mobilisation de la caisse de retraite, évidemment, pour les retraités. Et puis, tous les autres crédits que vous connaissez, sûrement, crédits d'impôt, éco-PTZ, TVA à taux réduit, certificat, là, comme dans les comptes d'économie d'énergie. Et une autre aide que parfois on peut mobiliser, c'est l'Action Logement. Et j'y reviendrai dans la dernière diapositive. Et juste pour vous, à titre aussi d'exemple et pour illustrer ce que je vais aussi vous présenter on va dire en conclusion, c'est que la simulation là que vous voyez, elle a été mise à jour. En fait, c'est un exemple qu'on a présenté donc à la commune, donc en avril de cette année, donc c'est assez récent. Et là, au mois de novembre, à fin novembre, on a revu les montants parce que ils avaient évolué au vu des différentes évolutions qu'on a connues, notamment sur ma prime Rénov' depuis le mois d'octobre. Dernière diapositive. Alors, on a essayé de mettre quelques mots-clés pour vous dire plusieurs choses et aussi les arbitrages sur lesquels on est obligé d'intervenir. Alors, je vous en ai parlé un peu au fur et à mesure de ma présentation, mais disons que c'est toujours un peu... tout ça est un peu mouvant et donc il faut être vraiment constamment attentif, en fait. Nous, notre rôle, c'est à la fois d'avoir une approche globale et en même temps spécifique, c'est-à-dire qu'en fonction du projet, en fonction du profil des ménages, effectivement, on doit regarder les ressources, les caractéristiques du ménage, le statut d'occupation, si ce sont donc des actifs ou des retraités, le projet de travaux, etc. Tout ça fait que forcément, c'est effectivement au cas par cas et on doit constamment s'adapter et aussi lier tout ça, c'est-à-dire que notre approche, elle est aussi différente en fait d'un territoire à l'autre. Et entre Paris, le 92, les Hauts-de-Seine et l'Oise, il faut qu'on s'adapte. C'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes aides, c'est pas les mêmes financeurs. Donc c'est particulier. Évidemment, à tous les types de dispositifs, donc, comme je vous ai présenté avant, entre l'ANA, C2E, ma prime Rénov', tout ça est un petit peu complexe. Et puis aussi par rapport à l'ingénierie, c'est vrai comme je disais, il y a les OPA, parfois on intervient aussi dans le cadre de PIG, programme d'intérêt général, en fonction des conventions de chaque ville, si ça existe ou si c'est du diffus. Il y a aussi des dispositifs. Là, il y a un gros dispositif qui est arrivé, si récemment, c'est Action Logement. Là, ils ont sorti tout un truc qui était,
qui se voulait génial, effectivement, la plateforme, voilà, ça allait tout au réseau, il y avait une grosse enveloppe, etc. Bah oui, sauf que on a eu aussi, on a été obligé, enfin, j'ai le souvenir d'un bénéficiaire, bon, effectivement, c'était pour l'Oise, parce que l'Action Logement, ça concerne nous spécifiquement sur l'Oise. En fait, on a dû revenir 3 fois avec notre plan de financement pour ce bénéficiaire parce qu'effectivement, entre le moment où on avait déposé la demande, bah, voilà, son logement est arrivé et du coup, il a fallu qu'on fasse tout le plan de financement. Sauf qu'en fonction, voilà, comme c'était un territoire spécifique, il a fallu qu'on refasse le plan de financement en adaptant. Bon, heureusement que, voilà, en tout cas, nos équipes ont été là. La conseillère Habitat pour accompagner ce ménage-là avait voilà, à bien accompagner, rappeler, expliquer. Donc ça s'est bien passé, mais c'est déjà, pour nous, c'est pas évident. Mais alors pour les ménages, c'est encore pire. Mais du coup, nous, c'est vrai qu'aussi, on travaille avec l'humain. Il faut qu'on prenne aussi plein de choses en considération. Là, c'est vrai que spécifiquement sur la réglementation des organismes financeurs, ça évolue tout le temps. Enfin, là, comme je vous disais, MaPrimeRénov', je ne sais pas exactement si vous êtes tous concernés, qui m'écoutez aujourd'hui, si ça vous parle. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont complètement hallucinantes. Enfin, on est obligé de se maintenir, de faire une veille permanente, surtout sur tous ces financements. Et du coup, voilà. Donc, nous, on a mis en place effectivement un outil de veille. On a une collègue qui s'en occupe de mettre à jour, mais c'est un travail, voilà, de longue haleine où effectivement, elle fait cette mise à jour, après elle transmet aux équipes. Voilà, en tout cas, l'adaptation, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. C'est vrai que là, je parlais excusez-moi, d'Action Logement, les outils qu'on nous a proposés, honnêtement, c'était très difficile. Enfin, on a eu du mal à accrocher, à toucher, à comprendre. Et en plus, parfois, entre les deux organismes, notamment l'ANA et eux, ça a été vraiment voilà. Donc, il faut toujours s'adapter. Effectivement, la dématérialisation, donc là, c'est un peu l'objectif. Donc, évidemment, oui, pourquoi pas, mais ça veut dire aussi pour les personnes, tout sur Internet. Donc, on pense aussi à nos ménages un peu plus âgés qui n'ont pas forcément accès à tout ça. Et donc, voilà. Il y a aussi, au niveau des arbitrages et les délais. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a beau accompagner, expliquer, et puis parfois, il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, qui après, voilà, nous aussi on peut comprendre, il y a des choses aussi, des délais qui sont incompressibles, notamment les phases d'instruction. Du coup, c'est pas évident, mais parfois, voilà, les gens finissent par arrêter l'accompagnement avec nous, parfois pour ces raisons-là. Et c'est vrai que nous, il y a environ un tiers de nos dossiers qui finissent censure. Alors, pas que forcément à cause des délais, mais parfois ça en fait partie. Voilà. Et donc, parce que je vois que j'ai atteint les 30 minutes, un peu pour conclure, c'est vrai que c'est pas évident, mais en même temps, voilà, c'est notre idée, notre idée, ce qui nous motive aussi, c'est qu'on travaille avec les gens. Et puis l'idée, c'est de leur permettre d'avoir le projet qui répond le plus à leurs attentes et qui en même temps leur permet de ne pas s'endetter, d'avoir le moins de reste à charge. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que c'était clair. J'ai vu passer quelques questions, donc je vous laisse me les présenter. Merci Aude-Laure. C'était, moi j'ai trouvé ça très clair et le timing parfait. Donc je vais tenter de relayer les différentes questions. D'accord. Alors, moi j'en avais une première, c'était, on a vu, j'ai trouvé intéressant effectivement que vous nous présentiez tous les différents métiers de Solia. Effectivement, dans le réseau, on a plutôt l'entrée énergie et lutte contre la précarité énergétique. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a le champ est très vaste. Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez la part qui est dédiée à l'accompagnement à la réhabilitation énergétique parmi tout le réseau? Est-ce que c'est une grosse partie ou est-ce que c'est une petite partie? Pas forcément
en termes de chiffres, mais est-ce que ça prend beaucoup de place au sein de Solia? Sur le réseau entier, non, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord. Et puis là, c'est vrai que les chiffres... Après, si on peut quand même... Bon, sans faire des recherches, hein, c'était juste pour avoir un ordre Non, d'idée. non, mais si on reprend un peu les chiffres clés, hein, Oui, vous voyez, enfin, si on prend 58 000 ménages accompagnés en réhabilitation accompagnée et 30 340 sur logement social. Alors, sinon, il faudrait additionner 30 000, 38 et 7 000, mais enfin, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup, la part de la réhabilitation accompagnée, en tout cas sur les projets, est plus importante. Après, ouais, non, vraiment, en termes de pourcentage. ok. Alors, il y avait une question sur la question justement de est-ce que, comme vous êtes une fédération donc avec beaucoup de structures, est-ce que c'est le même mode opératoire sur tout le territoire en France? Notamment, il y a quelqu'un qui se demandait sur l'étape de vérification de la conformité. Elle avait constaté que certains logements dans les Bouches-du-Rhône qui étaient accompagnés par Solia n'avaient au final eu aucun système de ventilation installé. Et du coup, la question, c'est plutôt comment le ou la technicienne fait pour faire valoir son avis, pour faire son contrôle. Voilà, est-ce qu'il y a un aspect coercitif de la part du technicien qui fait le contrôle de conformité? Alors, Bouches-du-Rhône, moi, c'est vrai qu'il y a des spécificités de territoire. Enfin, comme je vous disais, nous, rien qu'entre le 95 et l'Oise ou le 92. Après, comment je vous dirais ça, comment le technicien fait son contrôle, en fait, simplement, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais c'est vrai que nous, on est tenu évidemment, c'est quand même de l'argent de l'État aussi. Enfin, vous voyez, il y a que ce soit l'ANA ou d'autres, mais souvent c'est pour les projets de l'ANA. Enfin, de toute façon, en général, on essaie que ça soit toujours cet opérateur en premier. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des grilles. Enfin, vous savez, il y a tel et tel type de travaux. Alors, nous, c'est vrai que encore une fois, on a l'ANA centrale. Donc là, je pense que ça régit tout le monde et sur le territoire national. Et puis, effectivement, les ANA locales, mais normalement, tout le monde suit ça. Après, par contre, effectivement, moi, j'ai découvert, par exemple, dans l'Oise, il y a une subvention qui est accordée aux anciens combattants. Bon, je ne l'ai jamais vu sur un autre département. Donc, je pense qu'effectivement, ça dépend vraiment des territoires. Après, sur la conformité des travaux, en tout cas, nous, on suit une grille, quoi. Je ne sais pas. Bon, du coup, je ne sais pas la question de la personne. En fait, là, je crois que la question, c'était aussi est-ce que le technicien, il a les moyens de... Comment il a les moyens si les travaux sont mal faits, de le déclarer. Ah oui. Je pense que c'était plus ça. Oui, en fait, oui, pardon. Alors, pardon. Non, c'est moi qui... non, oui, tout à fait. Non, bien sûr, on est tenu aussi. Donc, à la fin, nous, on rend, c'est un certificat. De conformité, ouais. Exactement, un certificat de conformité par rapport aux travaux. Et on le met favorable ou défavorable. Donc, après, alors là, moi, j'ai pas de souvenir là tout de suite. J'ai pas d'exemple en tête où ça a été refusé. Alors, et peut-être j'ai pas d'exemple parce que l'idée aussi c'est qu'on n'en arrive pas là et pourquoi, et tout le rôle aussi de l'opérateur, c'est de se dire en fait on est là de A à Z comme vous l'avez un petit peu présenté et qu'on n'arrive pas à ça. C'est-à-dire que comme on est souvent quand même, c'est vrai que cette histoire nous c'est une vraie question sur l'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui vraiment on n'a pas de partenariat et on se dit quand même que globalement si on arrivait à pouvoir alors fidéliser, c'est un bien gros mot, ce ne serait pas le but, mais en tout cas avoir des entreprises qui connaissent notre métier, qui connaissent les difficultés avec les organismes et avoir vraiment, vous voyez, une espèce de grille en fait, de quelque chose de tout près en fait, on n'arriverait pas, je veux dire, ce serait forcément tout le temps conforme. Vous voyez ce que je... Oui, très bien. Et justement, coup, ça rejoint une autre question qui était justement comment vous choisissez les entreprises du bâtiment. Alors, vous avez dit que justement, vous ne les choisissiez pas, si j'ai bien compris. Et du coup, est-ce qu'il y a une charte sur quels critères vous les sélectionnez?
En fait, vous n'avez pas de moyens. Enfin, et est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous avez un point au niveau de l'ANA pour essayer de réfléchir à ça? Alors, oui, parce que oui, vraiment, c'est un point difficile. Et par rapport à ce que je vous disais et la question soulevée par rapport à la personne du Rhône, évidemment, oui, on aimerait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, on ne peut vraiment pas choisir les entreprises. Nous, globalement, hein, quand les gens nous disent on a 0 entreprise comme on fait, on les renvoie sur le site faire.fr. Voilà, clairement, on ne peut pas leur donner les entreprises. Par contre, vraiment, après, c'est sur ce que je vous disais, quand on reçoit les devis, voilà. Bon, après, évidemment, certaines entreprises, on les connaît aussi, on sait, et en fait, si vous voulez, presque, certaines fois, on reconnaît presque au devis, les gens, voilà, les entreprises comprennent, commencent à comprendre. Mais pour nous, c'est pas encore suffisant, donc on aimerait, hein, mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls opérateurs à se poser la question, mais c'est vrai que nous, la réflexion, elle est vraiment là. Alors, vous disiez avec l'ANA, là, en tout cas, nous, à Soli, à Paris-Haute-Seine-Val-d'Oise, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu, qu'on ait eu, par exemple, un groupe de travail, voilà, sur cette question-là. Mais en tout cas, nous, en interne, c'est sûr, avec notre direction, oui, et ça fait longtemps qu'on se pose la question, bien sûr, d'avoir un partenariat avec les entreprises, quoi. Très bien, ok, merci. Alors, il y avait 2 questions concernant l'exemple que vous avez présenté avec le plan de financement. Oui. La première, elle est très concrète, c'est est-ce que vous confirmez que c'est une cible propriétaire occupant exclusivement Oui. dans ce que vous avez présenté? Ok. Tout à fait. Et l'autre question, elle est plus large, c'est que c'était la question de la manière dont vous présentez le plan de financement et notamment de montrer que c'est le reste à charge le plus faible qui va orienter le choix du plan de financement, etc. Et la question, c'est est-ce que d'avoir juste ce simple critère, c'est pas un peu réducteur dans la mesure où il y a des scénarios qui peuvent être proposés aux ménages avec des restes à charge plus importants, mais où les charges de fonctionnement, notamment d'un point de vue énergétique, vont permettre une viabilité pour le revenu de la personne sur de plus longues années, notamment avec toute la question de est-ce qu'on fait des travaux qui visent une performance plus importante et voilà, qui permettent sur le long terme un reste à charge plus réduit. Oui, alors, pareil, ça c'est vrai que j'ai beaucoup insisté là-dessus. La question est tout à fait pertinente. Oui, on voudrait. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, en fait, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est... mais il y a des choses qui existent sur, effectivement... Alors, là, on le voit, nous, dans un autre cadre. Le Clair, on est sur un programme Actimo là, qui développe des outils qui sont effectivement assez incroyables sur cette question, clairement. Alors, c'est tout la même cible. Actimo, c'est des futurs acheteurs, des futurs propriétaires occupants, donc c'est pas du tout la même cible. Et justement, c'est aussi pour ça que c'est complexe, mais bien sûr, hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve que ces outils-là qui sont développés dans le cadre de ce dispositif, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment, et effectivement, on voit sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, bah oui, en fonction du programme de travaux et de réhabilitation énergétique, c'est incroyable. Mais vraiment, les gains sont phénoménaux. Là, dans le cas des personnes modestes, mais bon, pourquoi pas, c'est à creuser. Mais c'est vrai que là, en tout cas, les outils qu'on a aujourd'hui ne nous permettent pas de faire ça. Et si vous voulez, et même, les gens, ils ont souvent, encore une fois, c'est des gens qui sont en grosse difficulté, encore une fois, moi, j'ai souvenir d'une dame, c'est encore dans l'Oise, vraiment une situation sociale hyper difficile, qui était en arrêté de péril aussi, et elle était vraiment, nous, on a voulu vraiment l'accompagner, on avait même essayé de faire un partenariat avec une association locale pour l'accompagner au niveau social. Et on a tout essayé. Honnêtement, il y a eu un accompagnement social qui a été fait même par certains travailleurs sociaux. Mais voilà, elle, aujourd'hui, à l'instant T, au moment du programme, du plan prévisionnel de financement, il n'y avait pas les sous, elle ne pouvait pas les sortir. Bien sûr. Et il n'y avait que ça, quoi. Donc, on a
Enfin, voilà, encore Non, une mais fois. je pense que vous l'avez très bien résumé. C'est quand on s'adresse à des ménages très modestes, la question du reste à charge, c'est le critère le plus important à Ouais, l'instant. Oui, clairement. c'est sûr. Clairement. Mais enfin, moi, et vraiment, là, avec cette expérience d'Actimo, ce serait intéressant. Mais voilà, enfin, encore une fois, on s'adapte en fait aux personnes. Enfin, je peux pas dire que c'était un échec, cette dame, parce que, enfin, on peut forcer personne, mais Mm, Dieu, quoi, on aurait vraiment voulu faire quelque chose de mm. plus Et pour elle. il manque Mais aussi voilà. d'outils financiers pour avoir des prêts plus importants, etc. Mm, Oui, mm. tout Ok, à fait. très bien, merci. Alors, de manière plus concrète, on va dire, il y avait une question sur si vous le savez, le montant moyen des travaux pour les ménages très modestes dans le cadre des accompagnements que vous réalisez. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Le moyen? Le montant moyen, est-ce que vous avez une idée du montant moyen des travaux qui sont réalisés? Non. Ok, Globalement, non, non, puis là, rapidement, je pourrais pas avoir la réponse. d'accord. Et Puis alors, ça dépend vraiment. Enfin, oui, c'était par rapport à moyen, l'idée, mais bon, ceci dit, on pourrait le faire, mais comme ça dépend de certains, enfin, je sais même pas si c'est possible parce que ça dépend tellement de critères. Enfin, voyez, Mhm. moyen sur tel et tel type de travaux, par exemple, ça, on pourrait. Moyen, enfin, vous voyez bien, enfin, sur l'ensemble des dispositifs qui sont proposés, enfin, ouais, je suis pas sûre que ce soit Ok, pertinent en tout cas. Enfin, vous voyez, il faudrait ouais, faire une moyenne de choses qui sont comparables aussi. Enfin, bien sûr, ouais. Ok. Il y avait une question sur ce qui se passe en dehors des territoires, en OPA. Est-ce que les personnes les plus modestes ont à payer le diagnostic thermique si elles ne vont pas jusqu'au bout du projet travaux? non, souvent quand il y a des programmes, alors que ce soit OPA ou PIG, non, il n'y a pas de. En fait, c'est gratuit. Souvent, enfin, nous, là, on intervient dans plusieurs et non, à chaque fois. Mais c'est parce que c'est dans le cadre d'un programme. Donc, il y a même pas mince, ça va venir, les frais de dossier, si vous voulez. Ouais. Et quand C'est vraiment c'est hors gratuit. territoire OPA, quand c'est en dehors d'un territoire OPA, comment ça se passe pour les ménages les plus modestes? Alors, oui, on a des. Donc, quand c'est en diffus, hein, quand c'est en Oui, des territoires, il y a donc voilà, en fonction de modeste, très modeste, on a des grilles tarifaires, enfin, si on peut dire des grilles tarifaires, en tout cas d'accompagnement, mais par rapport aux frais de dossier, parce qu'après, toujours pareil, notre accompagnement est englobé par rapport à nos partenariats qu'on a avec les financeurs. Donc, pour le. et euh, d'accord. Donc ça veut dire que les ménages doivent payer quand même à minima des frais de dossier. Et du coup, voilà. est-ce que ça freine pas certains ménages qui n'ont pas les moyens de payer ces frais? J'ai aucun exemple et souvenir qu'il y ait un seul ménage qui n'ait pas été jusqu'au bout, enfin, qui n'est même pas entamé parce qu'il y avait les frais de dossier. D'accord. Mais parce que là, honnêtement, en plus, j'ai plus le montant en tête, enfin, entre modeste, très modeste, puis même globalement, c'est vrai que c'est pas moi qui m'occupe de ça, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça n'a jamais. Alors, C'était on a un frein. enfin, en tout cas, ça va être un frein. Il y a peut-être eu des questions et des pourquoi du comment. Bon, après, il y a les explications, mais ça n'a jamais été un frein, non. Ok. Très bien, merci. Et une question plus technique, dans le cadre d'un PIG, Oui. comment est fait le choix d'orientation vers les subventions Habiter mieux sérénité ou celle de ma prime rénov'? Alors, c'est l'exemple que je vous ai donné et elle criant. Enfin, alors, encore une fois, c'est mon collègue technique, enfin chef de projet technique là, hein, qui s'est occupé de ça. En tout cas, de ce que on le fait. Enfin, comment vous dire ça? On fait la simulation avec tout. C'est-à-dire, souvent on part de l'ANA, hein. Enfin, voilà, les aides de l'ANA par rapport au projet, par rapport au profil. Et puis après, on déroule. Enfin, vous voyez, on décline chaque aide, etc., etc. Et puis, à un moment donné, en tout cas là pour ce projet-là, et puis ça arrive pour d'autres, c'était moins intéressant que si on cumulait ces deux aides pour ma prime rénov'. Vous comparez les deux, quoi. On teste, voilà, enfin on compare, Mm. on va dire du générique, et puis après, Ouais. on va par rapport au florilège d'aides qui sont à notre disposition par rapport au projet de travaux et au poste, en tout cas, de travaux, et ce qui est plus intéressant. Ok, très bien. Et les délais moyens de traitement global d'un dossier, vous avez une idée? Alors oui, ça dépend vraiment, encore une Ouais. fois.
quand tout va bien, voilà, les gens savent à peu près ce qu'ils ont envie comme travaux, ils ont déjà des devis, les documents administratifs, on les a tout de suite, que l'entreprise, le devis, on le reçoit, il est parfait, etc. C'est 6 mois, en gros. Parce que pareil, encore une fois, il y a des délais incompressibles entre le moment où on envoie à tous les organismes, le moment où on retourne, et puis après, ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus. Mais ça dépend vraiment des dossiers. On va dire une moyenne de 6 mois à 1 an. Quoi. Encore une fois, par rapport à ce que je vous présentais, de la demande jusqu'au versement des subventions. Ok, très bien. Vous avez parlé justement de Action Logement qui a mis du temps à se mettre en route. Et maintenant que c'est opérationnel, est-ce que vous mobilisez beaucoup Action Logement? Et est-ce que ça vous a permis de monter des programmes de travaux plus ambitieux, plus importants? Tout à fait. Oui, alors, au vu du dispositif, on nous a enjoint évidemment à mobiliser, forcément. Donc, ça, c'est aussi un petit peu, on va dire, étatique, tout ça. Parce qu'en gros, il y a une enveloppe, faut l'utiliser. Sinon, après, voilà. Donc, on a fait. Mais effectivement, non, ça a débloqué. Et ça a permis parfois, effectivement, par rapport à ce que je disais sur les profils et les projets, de faire des projets plus conséquents, oui, tout à fait. Tout à fait. Et plus intéressants en termes énergétiques, notamment. Ok. Alors, je pense que c'est un complément à la question de tout à l'heure sur le diffus. Si jamais le projet n'aboutit pas à une demande d'aide, est-ce que vous faites payer le ménage? Enfin, est-ce que ces fameux frais de dossier sont quand même à acquitter? Alors, oui, les frais de dossier, on les reçoit au début. D'accord. Mais effectivement, si ça n'a... encore une fois, un frais de dossier, c'est aussi par rapport au fonctionnement. Donc, si ça ne va pas, alors, encore une fois, ça dépend aussi de pourquoi ça n'aboutit pas. Mais comme je vous disais, c'est vrai que parfois, ça arrive. Ça, par contre, ça arrive vraiment. C'était pas juste pour l'exemple. C'est qu'il y a des gens, ils trouvent ça trop long. Alors, pas forcément à cause de nous, je veux dire, parce que, oui, les entreprises, parce qu'ils trouvent que les délais des financiers, ça ne va pas, et du coup, qui décident de faire les travaux tout seul ou se débrouiller autrement, et qui renoncent. Bon, en vrai, les personnes qui ont vraiment pas de solution, elles vont jusqu'au bout. Même si c'est pas forcément évident aussi pour elles non plus d'attendre tout ça. Mais oui, du coup, excusez-moi, j'ai oublié le début de votre question, mais je crois que c'était ça. Est-ce qu'on impute, les frais de dossier Oui, vous ferez liés, quoi. Bien sûr. Ah, ouais, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Alors, des petits points techniques. Est-ce qu'il y a une accréditation spécifique pour le contrôle? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Alors, est-ce qu'on a une accréditation spécifique pour le contrôle? Ça ne me dit rien, mais je pense que le fait qu'on soit agréé par l'État, CSIG, nous octroie, alors voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais en fait, j'en ai jamais entendu parler, mais je veux dire, si on le fait, c'est que, mais je pense que de fait, on a cette accréditation parce qu'on est agréé par l'État, mais je vois pas. Mais voilà, sinon, je peux pas vous dire, mais je pense, puisqu'on est agréé par l'État, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être habilité à faire le contrôle. Et la formation du technicien spécialisé qui réalise le diagnostic, vous savez, c'est une formation particulière? Alors, chez nous, ils sont soit architectes, soit thermiciens. Dans des écoles spécialisées, voilà. Et puis certains aussi sont passés par comment ça s'appelle ce diplôme, bref, un diplôme d'économie d'énergie, développement durable, et puis après se sont spécialisés dans le bâtiment. Ça dépend. Chez nous, voilà, c'est assez varié. Je réfléchis là en les ayant en tête, mais voilà, c'est ça globalement. Après, c'est chez nous ça. Après, je peux pas vous dire pour les autres, mais je pense que c'est à peu près le même profil. On doit tous recruter des techniciens. Voilà. Okay. Archi et thermicien. Et est-ce que vous êtes sollicité par des locataires et si oui, est-ce que vous arrivez à mener à terme les accompagnements en aboutissant à la réalisation de travaux? Oui, et d'ailleurs, souvent,
Pas toujours, mais parfois on a des conventions. Alors, si c'est des locataires, j'entends parc social. Hein. Après, on pourrait parler du parc privé, mais parlons d'abord du parc social. Oui, et souvent, c'est arrivé hein, que nous, on a des conventions, si vous voulez, avec les bailleurs sociaux. Et donc, dans le cadre alors parfois c'est des réhabilitations complètes de leur parc, donc les locataires sont de fait impliqués dans le projet et on peut les accompagner, mais c'est pas tout à fait un accompagnement. On accompagne plutôt le bailleur, si vous voulez. Mais là, dans ce cadre-là, si c'est un locataire qui nous consulte, soit, oui, en général, on prend contact en fait avec le bailleur et ça arrive, assez régulièrement, oui, D'accord. aux travaux. Et dans le cas de propriétaires privés, de locataires dans le parc privé, je réfléchis parce que moi j'ai plus travaillé avec ceux du social, mais je pense que ça doit arriver et souvent d'ailleurs c'est l'occasion et d'ailleurs les locataires en général nous consultent et on a le contact avec le bailleur privé aussi, c'est-à-dire que et aussi dans ce cadre d'information sur la rénovation thermique, souvent en fait les bailleurs privés sont intéressés donc ils valident et puis voilà en fonction aussi de leur bail, s'ils rentrent aussi dans un dispositif, ça peut les intéresser aussi. Mais locataires aussi, pas de problème pour les accompagner. D'accord. Est-ce que vous avez des conventions avec les entreprises pour les régler dans des délais raisonnables, puisque on imagine que des fois c'est vous qui payez directement les entreprises afin de sécuriser le paiement. Comment ça se passe Alors, c'est le fameux préfinancement dont je vous parle, mis en place depuis quelques années. On ne le fait pas sur tous les dossiers, mais oui, effectivement, on le propose. Et après, ça dépend en fait des entreprises. Mais voilà, c'est dans ce cadre du préfinancement. Alors, peut-être que la question suivante, ce serait pourquoi préfinancer ou pas. Mais voilà, ça dépend vraiment du ménage aussi, de ses ressources, de ses capacités. Mais globalement, vous savez, c'est souvent 30% du montant des travaux au démarrage. Et puis aussi, ça arrive qu'on demande des avances aux financeurs. Ok. Voilà. Alors, je vais vous poser une dernière question parce que là, on arrive à terme et puis éventuellement, celles qui n'ont pas pu être traitées, on les relaiera. Il y avait une question sur est-ce que ça vous arrive d'externaliser des missions d'audit énergétique, notamment, est-ce que vous travaillez avec les espaces info-énergie locaux en accompagnement Alors, pas à ma connaissance, pas encore, mais effectivement, comme ce n'est pas une de nos casquettes, oui, et puis là, par rapport au programme STAR, je pense qu'on sera amené à le faire. Je sais pas, j'en suis sûre, puisqu'on n'a pas la compétence aujourd'hui. Mais oui, et puis bon, il y a tout un réseau, je pense notamment aux ALEC, qui sont compétentes sur ce sujet-là. Donc, bien sûr, en tout cas, je pense que ça va se faire comme ça, en tout cas. Ok. On l'espère, voilà. Ouais, très bien. Marie, je ne sais pas si tu veux qu'on continue. Je pense que là, on arrive à terme. Est-ce que tu veux poser une ou deux dernières questions? Est-ce que je conclue? Il y avait deux questions qui sont arrivées un peu tôt et auxquelles on n'a pas répondu, donc peut-être qu'on peut quand même les relayer. Il y en avait une, c'était sur l'accompagnement social. Est-ce qu'il y a un accompagnement social qui est proposé dans vos structures? Pas de l'AMO, mais bien, je lis la question, un accompagnement social qui permettrait d'aller au domicile des personnes pour les aider à rassembler leurs documents, à appeler les entreprises vraiment en quelque chose d'un peu plus soutenu en fonction des profils, évidemment, où vous n'avez pas le temps, ça ne fait pas partie de vos missions du tout. Alors, ça fait partie de nos missions. En tout cas, on a un pôle qui est exclusivement sur ce sujet-là d'accompagnement social. Par contre, effectivement, dans le cadre des travaux,
Pas forcément. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais notamment de l'Oise. Alors là, c'est vrai que c'est dans le cadre d'un programme, hein. Mais on a travaillé avec le réseau Habitat, pardon. Et eux, par contre, ils font de l'accompagnement spécifique. Donc oui, nous, on a, enfin, si vous voulez, en tout cas dans le cadre de SPIG, on ne le fait pas, mais on oriente vers des structures qui sont en capacité de le faire. Donc oui, il y a un vrai accompagnement social quand c'est nécessaire. Après là, nous, on en a fait un... une personne seule en tout cas on l'a aidé, on l'a rapproché, même si on l'a pas accompagné nous-mêmes, on l'a rapproché d'une conseillère en économie sociale et familiale pour que cet accompagnement puisse se faire. Oui, ça nécessiterait sans doute de pouvoir moduler aussi les niveaux d'aide à l'AMO en fonction des profils des ménages et proposer peut-être des enveloppes plus conséquentes Tout à fait. aux personnes qui font l'accompagnement dans les cas difficiles. Oui. Et il y a une autre question sur un programme effectivement dont on a commencé à entendre parler avant l'été et je n'ai pas non plus trop suivi, qui s'appelle BBC Solidaire 100% rénové, 100% financé, 100% accompagné, qui était, il me semble, un peu constitué en partenariat ou fortement soutenu par Emmanuel Vargon. Est-ce que vous avez des informations sur ce programme que vous pouvez communiquer ? Honnêtement, ça ne me dit rien du tout. Ah d'accord. Donc non, je vais rien pouvoir vous dire, mais vraiment, c'est-à-dire que normalement d'habitude, vous voyez, je suis assez, encore une fois, comme tout ce que je viens de dire, on voit passer, on regarde, et on s'en va. Là, vraiment, ça ne me dit rien. D'accord, parce que j'avais effectivement vu passer un comité de presse de la Fédé Solia sur ce programme-là. D'accord. Et donc, je m'engage aussi à partir à la pêche aux infos de mon côté pour pouvoir... Exactement, je vais demander à mon collègue, chef de projet quelque chose technique. d'expérimental, effectivement, mais ce n'était si pas encore détaillé. Super. Je pense qu'on peut effectivement conclure. Peut-être qu'on vous transmettra les 2-3 questions qui restent auxquelles qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui et on s'en excuse auprès des personnes qui les ont posées. Mais on essaye de rester dans le timing contraint des webinaires parce que les uns et les autres ont des choses à faire après. Un grand merci pour cette intervention qui n'était pas forcément évidente parce que c'est vrai que la diversité des missions et des aides rend les choses parfois complexes, pour ne pas dire des fois confuses. Et puis juste sur le prochain webinaire, pour vous annoncer, puisque vous en avez parlé du réseau Ecohabitat, et puis je sais qu'on a une des personnes qui travaille pour ce réseau qui est parmi les participants aujourd'hui. Le prochain webinaire aura lieu la semaine prochaine. Donc, on est un petit peu à la bourre sur les inscriptions. Je vais les lancer tout de suite. Autour du réseau Ecohabitat qui entame une démarche d'essaimage avec un appel à un projet de structure, à candidature de structures qui pourraient être intéressées pour essaimer et renouveler cette démarche dans d'autres territoires. Et donc, ce sera vendredi prochain pour celles et ceux qui sont intéressés. Un grand merci. Et puis donc, je vous transmettrai les 3 questions qui restent et on vous souhaite à toutes et tous une belle fin d'après-midi et un bon week-end derrière. Merci Marie. Merci, au revoir à tous. Au revoir.